Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Boujnah, le président d'Euronext. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous sur Bourso. Alors, vous avez présenté votre plan stratégique, il y a cela quelques jours en début de mois, pour les 3 prochaines années. Et à ma surprise, ce n'était pas depuis Paris, mais depuis le bâtiment historique de la Bourse de Milan. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est pour montrer que cette acquisition de Borsa Italiana, ça vous fait changer d'échelle, que c'est structurant. Oui, on a fait cela à Milan pour que tout le monde comprenne bien qu'en achetant Borsa Italiana, non seulement on change de taille, puisque l'entreprise pro forma a maintenant à peu près des revenus d'1,4 milliard, un EBITDA à peu près de 800 millions, et clairement une taille qui lui permet d'accélérer encore ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire le premier opérateur de négociation, de trading d'actions en Europe, avec 25% des actions qui sont échangées en Europe qui sont sur les marchés Euronext, le premier opérateur de listing, avec un chiffre peut-être que certains maîtrisent peu, qui est que la capitalisation boursière agrégée des sociétés cotées sur les marchés Euronext, c'est un peu plus de 6 trillions, de 6 000 milliards. 6 000 milliards d'euros. 6 000 milliards d'euros. Là où les petits concurrents sont... Quand vous comparez à Londres, c'est à peu près la moitié à Londres, 3 000 milliards. Ouais. Et à Francfort, un tiers, 2 000 milliards. Donc la plus grande concentration de liquidité et de... Elle n'est pas en Allemagne. Elle est sur les marchés Euronext, ouais, sur la plateforme intégrée d'Euronext, sur le pool de liquidité Euronext unique. Donc, la première chose que change la question de Borsa Italiana, c'est la taille. Et beaucoup de choses sont liées à la taille, notamment l'attraction, l'attractivité, l'effet gravitationnel sur la liquidité. Et puis, il y a d'autres choses dont on reparlera aussi peut-être, qui est l'évolution assez importante en termes de produits. C'est-à-dire grâce à l'acquisition de Borsa Italiana, on peut envisager des choses différentes en termes d'infrastructures physiques comme le data center. On peut envisager des choses différemment sur la compensation et le clearing. On peut envisager des choses différemment sur le trading de fixed income, la négociation de produits taux, des obligations, notamment des obligations souveraines. Donc, c'est à la fois un changement de taille et une diversification significative de nos activités. Il y a eu beaucoup d'acquisitions pour que le groupe aujourd'hui pèse 10 milliards d'euros en bourse. C'était à peine à plus d'1 milliard quand vous êtes arrivé à la tête. 1,5 milliard, 1,4 milliard exactement à l'IPO, voilà. Plutôt 1,8 milliard quand je suis arrivé. Voilà, donc 5 fois plus en 7 ans. Beaucoup de croissance externe. Est-ce qu'il faut en déduire ou pas? Je pose la question, je n'ai pas la réponse, c'est vous qui avez la réponse. Est-ce que vous allez d'abord aujourd'hui chercher à fabriquer de la croissance organique dans les 3 prochaines années, plus que de la croissance externe, sans rien s'interdire évidemment? Non, et bien sûr, d'abord historiquement, on a fait beaucoup de croissance organique. On a fait beaucoup d'expansion de l'EBITDA par une rationalisation significative des actifs. La marge d'EBITDA du groupe, l'année qui a précédé l'IPO, au moment de l'IPO en 2014, c'était à peu près 27%. Aujourd'hui, elle est entre 58 et 60%, et elle a même dépassé 60%. On a doublé la marge d'EBITDA. Donc, pour doubler la marge d'EBITDA, il a bien fallu travailler différemment. On a extrait de l'entreprise à peu près 138 millions d'EBITDA par des synergies, notamment des synergies de coûts. Sur le travail que nous nous sommes fait à nous-mêmes, entre 2015, 2016 et 2018, mais aussi que nous avons fait en Irlande, puis que nous avons fait en Norvège, puis que nous avons fait au Danemark, et puis que nous sommes en train de faire en Italie. Donc la partie organique, à la fois en termes d'expansion de l'EBITDA liée à des réductions de coûts, mais aussi de génération de nouveaux revenus, elle est très importante. Vous savez, un chiffre qui a été peut-être peu perçu quand on a produit nos résultats trimestriels il y a 10 jours à peu près, c'est que le 3e trimestre 2021 montre bien sûr une croissance de 70% des différentes métriques liées à la contribution de Borsa Italiana, oui, qui n'était pas là il y a un an. Et plus 10 sans Borsa Italiana. Mais en organique, on est à 2 chiffres, c'est-à-dire en gros à plus 10, plus 11, et même pour le résultat net à plus 18. Donc l'entreprise garde une discipline d'exécution très forte pour faire de la croissance organique. Mais il y aura, oui ou non, Stéphane Boujnah, moins d'acquisitions dans les 3 prochaines années, vous ne savez pas? La logique en matière d'acquisition, elle est très simple. Quand vous achetez une action Euronext, vous achetez une action d'une entreprise qui a un gisement d'expansion de l'EBITDA lié à la discipline d'exécution et une optionnalité de croissance par acquisition très forte, comme on l'a démontré au cours des dernières années. Nous continuerons à faire des acquisitions. On a une contrainte qui est le bilan. Mais vous savez, une des très bonnes nouvelles aussi qui a été peu commentée, c'est que nous nous étions fixés comme engagement de réduire notre endettement d'ici la fin 2022 pour passer en dessous de 3 fois le ratio net dette sur EBITDA. On est déjà à 2,8.
C'est-à-dire qu'on a déjà, fin 2021, atteint les objectifs 2022 parce que la manière dont on gère les actifs a permis une génération de cash flow plus importante. Et donc, on se deleverage, on réduit notre endettement plus vite. Donc, bien sûr qu'on reviendra plus vite sur des grosses acquisitions, mais comme on ne choisit... Mais elles sont où aujourd'hui, les grosses acquisitions? Les grosses acquisitions, elles sont toujours... Vous savez, le M&A, c'est un outil, ce n'est pas une stratégie. Ce qui est une stratégie, c'est d'étendre notre modèle fédéral en Europe, de continuer la consolidation en Europe. Parce qu'on a des capacités à mieux gérer certains actifs que les propriétaires actuels. Et puis en même temps, de diversifier notre génération de revenus en étant plus présent dans d'autres classes d'actifs, dans d'autres modèles de revenus. Sur le premier pilier, la première ambition, il y a des choses possibles dans certaines géographies en Europe, notamment dans la région nordique. Il y a un actif magnifique qui s'appelle Nasdaq Nordics, qui est une filiale du groupe Nasdaq. Pour le moment, le groupe Nasdaq n'a pas l'intention de vendre cet actif, mais... Et s'il était vendeur? S'il était vendeur, nous serions naturellement un acheteur. Bon, Oslo Børs VPS n'était pas à vendre jusqu'au moment où les actionnaires ont décidé de le vendre. Borsa Italiana n'était pas... Vous êtes là à l'affût? Plus qu'à l'affût. Nous sommes organisés et préparés et nous alignons les différentes ressources et nous essayons de traiter les différentes contraintes en amont pour que le jour où, if and when, si et quand ça sort, on soit équipé. C'est ce qu'on a fait en Italie, où l'actif n'était pas à vendre pendant très longtemps, jusqu'au moment où les Et en dehors d'Europe, il y aurait des cibles, je ne sais pas, sur le marché américain par exemple. En dehors d'Europe, nous n'avons pas l'intention d'acheter d'autres bourses. Parce que pour être le propriétaire légitime d'un actif, il faut être capable de faire mieux que le propriétaire précédent et d'avoir des synergies liées à ce que vous apportez. En Europe, nous apportons beaucoup de synergies, comme on l'a démontré depuis quelques années. En dehors de l'Europe, acheter une bourse, ça ferait de nous un investisseur financier, avec marginalement des bénéfices. Là où, par contre, nous sommes tout à fait agnostiques géographiquement, c'est que nous devons diversifier notre base de revenus. Nous devons étendre notre présence dans les services aux entreprises, dans les services aux investisseurs, dans le post-marché, dans probablement le forex. Et dans tous ces domaines, nous allons poursuivre des opportunités, où qu'elles soient. Mais ça passe par une logique de produit et non pas par une logique géographique. Nous oblitérons la contrainte géographique lorsqu'on est dans des produits ou des services différents, parce que si un bon actif est à Londres ou à New York ou à Singapour, qu'il est à un bon prix et qu'il nous permet de diversifier nos revenus, nous l'achèterons. Par contre, pour les infrastructures de marché, nous restons concentrés sur ce qui est le cœur de notre métier, qui est le modèle fédéral européen. Dans les objectifs de ce nouveau plan stratégique, Stéphane Boujnah, croissance de 5 à 6% de votre EBITDA chaque année, 3 à 4% de votre chiffre d'affaires. On dit que c'est ambitieux ou c'est conservateur? Ça dépend comment vous regardez les choses. Si vous les regardez avec prudence comme nous-mêmes, vous dites, d'une part, on prend comme base de départ l'année 2020, qui était une année très forte et très dynamique, comme tout le monde le sait, sur les marchés. Et donc faire 3 à 4% à partir d'une base haute, c'est un gros effort et c'est très ambitieux. Surtout que le concurrent allemand, lui, s'est donné une ambition de croissance organique de 5%. Et donc être déjà entre 3 et 4%, alors qu'on n'a pas la même position concurrentielle que nos amis allemands, c'est quelque chose de très ambitieux. Ou vous dites, comme certains analystes l'ont écrit, c'est très prudent. Dans le passé, c'est ce que j'ai lu d'ailleurs. Oui, dans le passé, Euronext avait promis, dans le plan précédent, c'est pas dans un passé lointain, dans le plan qui est sorti en 2019, on avait dit nous ferons entre 2 et 3%, et puis nous avons délivré 6% en organique. Ça montre donc qu'on avait été prudent. Mais vous savez, le principal actif de l'entreprise Euronext, c'est sa crédibilité. Si les gens croient ce que vous dites, vous pouvez faire de grandes choses. S'ils cessent de croire ce que vous dites, alors quand vous parlez, ça devient du bruit. Donc pour moi, il est absolument important de préserver cette crédibilité, de promettre moins et de délivrer plus, plutôt que de se retrouver dans la situation inverse. Et de ne pas promettre d'objectif de marge. Pourquoi? Il n'y a pas eu de... Nous, on a promis un objectif de croissance de l'EBITDA en valeur absolue. On a dit notre EBITDA croîtra de 5 à 6%. Et donc, c'est quelque chose qui est un vrai objectif. La marge en valeur absolue du groupe, elle est entre 58 et 60,5. Elle est très élevée. On peut encore l'augmenter? Si on veut croître, c'est difficile. C'est possible, évidemment. Mais on est maintenant dans une logique de croissance. Il faut évidemment ne pas renoncer à une marge. Quelle est la moyenne du marché en termes de marge? Mais il n'y a pas de moyenne. Ça paraît énorme. Non, mais il n'y a pas de moyenne. CMI aux États-Unis a une marge plus élevée. Nos amis allemands ont une marge un peu plus faible. Nos amis britanniques aussi. Les contributions de certains actifs, ce sont des infrastructures régulées, avec certaines contraintes. On sort d'années
on est dans des années très dynamiques en termes de volume, donc ces marges-là ne sont pas exceptionnelles. Il y a certains acteurs dans l'industrie qui ont des marges beaucoup plus faibles parce qu'ils sont dans des situations de gestion complètement différentes. Ouais. Mais ceux qui ont des marges beaucoup plus faibles sont des sociétés qui ne sont pas cotées. Donc, qui n'ont pas la pression des marchés, qui leur disent tous les 3 mois, si vous ne me donnez pas une rentabilité suffisante, j'irai acheter un autre titre. Donc, cette marge, elle est dans le marché, elle est plutôt meilleure, parce que nous travaillons avec probablement des standards et des exigences d'efficacité opérationnelle supérieures. Mais ce qui est important pour les années qui viennent, c'est de maintenir cette marge et de croître. Autre sujet, vous déménagez votre data center, qui aujourd'hui est à côté de Londres, c'est ça, à l'est de Londres, en Italie. On comprend qu'il y a évidemment un lien avec Borsa Italiana. Certains se diront, mais pourquoi ils ne vont pas en France? Alors, historiquement, le data center d'Euronext était au nord de Paris, et ce qu'on appelle le Disaster Recovery Data Center, le data center qu'on utilise comme bascule en cas de backup, était également au nord de Paris. En 2011, quand Euronext faisait partie du New York Stock Exchange, le data center principal a bougé près de Londres. Et ça faisait du sens, puisqu'à l'époque, Londres était le principal centre financier de l'Union européenne. Depuis cette date, nous avons décidé de rapatrier le data center, depuis le Brexit, à l'intérieur de l'Union européenne. Pour dire les choses différemment, nous n'avons pas envie de prendre une balle perdue dans une tension quelconque sur le Brexit. Je ne voulais pas être pris comme un pêcheur de Granville dans un sujet compliqué à l'intérieur du Brexit. Donc l'intérêt stratégique d'Euronext, c'était bien de remettre le core data center, qui est une infrastructure physique très importante, à l'intérieur de l'Union. Oui, on voit les images, parce que la raison pour laquelle nous sommes allés près de Bergamo plutôt que Paris, il y en a deux. La première, c'est que depuis les années 2000, la doctrine en termes de diversification des risques a changé. Donc l'idée d'avoir dans la même géographie le core data center et le disaster recovery data center n'est plus acceptable comme ça pouvait l'être en 2000. Et la deuxième chose, c'est qu'on a la possibilité à Bergamo, avec un partenaire qui s'appelle Bergame, d'avoir nos infrastructures, comme vous voyez à l'écran, dans un data center qui est entièrement green, qui est bien sûr... Toute l'énergie est produite par deux stations hydroélectriques que vous avez vues et par des panneaux solaires. Et donc ce data center, d'ailleurs, avec cette infrastructure verte, produit plus d'énergie verte qu'il n'en consomme. Or, vous savez que les data centers, c'est dans l'économie numérique la principale source d'impact carbone. Et donc, quand on utilise ce data center dont vous voyez les images, eh bien, nous et nos clients sont en capacité de réduire significativement leur impact carbone dans un domaine qui est précisément celui qui est le plus consommateur d'énergie dans l'économie digitale. Ça se valorise, ça, pour les clients. Ça a de la valeur. Ça a de la valeur pour les clients parce qu'ils peuvent démontrer une contribution à la réduction du carbone et à leurs propres objectifs ESG. J'ajoute, parce que c'est quand même lié aux images qu'on voit, que nous avons pris dans ce plan stratégique des engagements extrêmement ambitieux en termes de contribution d'Euronext à une économie décarbonée. On va s'engager dans les mois qui viennent avec des objectifs chiffrés très précis sur une trajectoire de 1,5 degré, qui est très ambitieuse, avec des Science-Based Initiative Standards. Donc on aura des critères, des objectifs quantifiés, mesurés, pour réduire notre impact carbone. C'est ce qu'on a fait avec la migration à Bergame, et est un premier pilier, mais il y en aura d'autres. Stéphane Bougelin, il y a un autre sujet qui est peut-être technique, c'est la chambre de compensation, la création d'Euronext Clearing qui sera effective en 2024. Il était vital qu'Euronext ait sa propre infrastructure de compensation. Oui, chacun peut comprendre que... Comment on explique ça pour le commun des mortels, d'ailleurs, en 2 secondes, pour larguer personne? En 2 secondes, vous avez un premier niveau de l'activité des marchés qui est la négociation des titres. Ensuite, un deuxième niveau, quand les titres ont été échangés, qui s'appelle la compensation, c'est le moment où on paye. Et puis vous avez un troisième niveau qui s'appelle le règlement livraison, la conservation, c'est quand on échange les titres effectivement et qu'on les met dans un coffre numérique. Bon, la partie du milieu où l'argent circule, qui s'appelle la compensation, est très importante. Pour des raisons historiques sur lesquelles il est trop long de s'étendre ici, Euronext avait autrefois un contrôle de sa chambre de compensation qui s'appelait Clearnet, qui a été vendu il y a très longtemps au groupe London Stock Exchange. Depuis cette époque-là, Euronext est client de cette activité. Et cette activité a une partie de sa présence qui est à Paris dans une société qui s'appelle LCH-SA. On a d'excellentes relations avec à la fois LCH-SA, LCH Group, LSE en tant que fournisseur de services. C'est votre fournisseur. C'est notre fournisseur. Nous sommes clients, ils sont fournisseurs. Et tout ça est parfait.
jusqu'au moment où, avec l'acquisition de Borsa Italiana, nous achetons nous-mêmes une chambre de compensation qui est dans le périmètre de Borsa Italiana. Donc la question qui se posait depuis que la transaction a été réalisée, c'est est-ce qu'on reste client d'un fournisseur dont le siège est en dehors de l'Union européenne et dont la technologie a vocation à quitter Paris pour rejoindre l'Union européenne, ou est-ce qu'on devient opérateur en direct de cette activité en capturant toute la marge et surtout en maîtrisant l'avenir à la fois technologique et stratégique à l'intérieur de l'Union européenne. Réponse 2. Bon, et donc, c'est vrai que cette activité qui est en partie à Paris va passer en partie à Rome, mais qu'on va maintenir à Paris un certain nombre d'activités dans ce domaine. Mais c'était une décision d'évidence entre... avec une logique de business et une logique de souveraineté aussi, quelque part, de souveraineté en matière de compensation. Absolument, une logique, une logique financière qui était évidente. Chacun, en nous écoutant, comprend que quand vous êtes client, vous abandonnez plus de marge que quand vous faites vous-même les choses. Et une logique stratégique à l'intérieur de l'Union européenne et une logique, comme vous le dites vous-même, de souveraineté pour contrôler notre futur dans cette activité très critique qui est la compensation. Sur tout ce qui est green et tout ce qui est ESG, il y a déjà eu un indice ESG CAC 40 qui est sorti. Il y a cette vocation, cette ambition de développer ça aussi en matière de ESG, de démultiplier ces initiatives. Comment est-ce que ça a été perçu par les investisseurs? Il y a une vraie demande aujourd'hui. Je crois que il faut vraiment insister là-dessus. La mutation du capitalisme à travers ces critères-là est absolument profonde. Il y a quelques années, et y compris moi-même, je pense, je faisais partie de cette approche-là. Non, je n'étais pas dubitatif, mais je pensais que pendant longtemps que l'ESG, c'était une manière de diversifier votre base d'actionnaires. Maintenant, c'est une condition pour garder vos actionnaires. Et donc, pendant des siècles, les investisseurs demandaient de la performance, de la plus-value, du rendement, de la liquidité. Maintenant, ils vous demandent de la performance, de la plus-value, du rendement, de la liquidité. Et en plus, des objectifs clairs et réalisés pour contribuer à la décarbonisation de l'économie. Et une contribution à l'écosystème social autour de l'entreprise, sociétal, et une gouvernance plus transparente et plus diverse. C'est comme ça. Et donc, nous, ce que nous faisons, c'est d'aider les investisseurs à mieux identifier les projets qui remplissent ces conditions et d'aider les émetteurs qui font tout ce travail à être plus visibles du près des investisseurs. L'outil de communication, d'information synthétique entre les émetteurs et les investisseurs, ce sont les indices. C'est pas vous, mais c'est pas vous qui choisissez derrière les valeurs. L'indice, c'est la membrane à travers laquelle se fait l'osmose d'informations entre les investisseurs et les émetteurs. Et donc, on a lancé le CAC 40 ESG, on a lancé le MIB ESG, on va lancer d'autres indices. L'essentiel des indices nouveaux que nous sortons sont adossés à des critères ESG. L'essentiel des mutations, des migrations des assets under management, des actifs, des gestionnaires d'actifs, de certains indices traditionnels vers les indices ESG se font dans ce sens-là. Et donc, cette mutation, elle est totale. Et c'est le rôle de la bourse de faciliter cette mutation du capitalisme. C'est pas vous qui faites la sélection des valeurs. Non, alors en l'occurrence, bien sûr que c'est pas nous. Nous faisons le CAC, le MIB, dans ce qu'il a de traditionnel, au sens où il est purement mathématique, qui est la taille du flottant, le volume de liquidité. Mais quand on rentre dans les critères ESG, une trentaine de critères ESG, nous avons fait un appel d'offres, nous avons sélectionné Vigeo et Eris Moody's, qui fait le travail pour nous en Europe, pour le moment, parce qu'ils le font très bien, qui, eux, engagent un dialogue avec les entreprises, font un ranking, et tous les trimestres, apportent ce ranking au comité scientifique. Qu'est-ce qu'on dit aux contenteurs qui disent cette finance verte, il y a beaucoup de greenwashing, tout le monde aujourd'hui, personne n'en voulait, maintenant aujourd'hui tout le monde se déclare plus vert que vert. Il y a un sujet, il y a comme un sujet là-dessus. Mais moi, tout le monde ne peut pas être... Moi, j'ai pas soyons très, très humbles là-dessus. Les gestionnaires d'actifs veulent une performance ESG de manière massive. Ils le veulent parce que leurs propres investisseurs, qui sont des fonds de pension, en grande partie sur la planète, le demandent. Les fonds de pension le veulent parce que les préférences de leurs propres investisseurs, des ménages, vont dans ce sens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de passagers clandestins qui se disent « nous, on est ESG dans nos actifs sous gestion et ce n'est pas très, très vrai, quoi. »
Oui, mais pas plus qu'il y a de passagers clandestins dans l'ensemble du capitalisme, où vous avez des entreprises qui arrivent à se positionner par rapport à des thèmes d'investissement, à des secteurs d'investissement. Quand vous avez des mutations, vous avez des phases d'ajustement qui sont tout à fait naturelles. Il n'y a rien de... Quand l'économie s'est digitalisée au début des années 2000 avec la première vague Internet, on pouvait dire qu'il y avait des passagers clandestins qui arrivaient à lever de l'argent en disant qu'ils s'appelaient Internet. Mais non, il y a probablement des gens qui arrivent à lever de l'argent en disant « je suis plus ESG ». Et bon, y aura-t-il une bulle sur l'ESG ? Je ne le pense pas parce que les perspectives de valorisation ne sont pas du même ordre et c'est ce qu'on observe. Par contre, de même qu'il y a eu une profonde digitalisation de l'ensemble de l'économie et que l'Internet est partout. De même, il va y avoir une ESGisation intégrale de l'appareil productif, avec des sujets très intéressants qui sont importants pour les sociétés européennes, notamment, qui sont les sujets de transition. Parce que tout le monde ne va pas être vert demain. Donc ce qui est important, c'est de saluer les engagements qui sont faits pour les gens qui sont bruns aujourd'hui, mais qui développent des ressources considérables, notamment les industriels, ceux qui ont un appareil productif, ou les groupes énergétiques, qui eux-mêmes ont engagé des mutations extrêmement ambitieuses pour se retrouver... Avec des paroles, mais des actes derrière aussi. Mais des actes qui sont réels. Des actes qui sont réels. Tout l'appareil productif est en train de migrer. Tout l'appareil productif est en train de migrer. Le gisement d'investissement le plus important dans les 10 ans qui viennent, ce sont les investissements que rend nécessaire cette mutation du capitalisme vers une économie moins carbonée. Un petit mot des cryptos. Des crypto-actifs, plus que crypto-monnaies. Vous voulez offrir une exposition à vos clients aux crypto-actifs, même si c'est hyper spéculatif, nous dit Christine Lagarde de la BCE. Il faut y aller parce qu'il y a du business là-dedans, et donc ça veut dire des fonds indiciels sur les cryptos, ça veut dire des dérivés sur le Bitcoin, ça veut dire des indices de crypto. On a beaucoup réfléchi aux deux écueils. Le premier écueil, c'est l'écueil de la lampe à huile, de la marine à voile, et qui est de regarder un monde qui change et de ne rien faire parce qu'on a des difficultés à l'appréhender. L'autre écueil, c'est celui de suivre les buzzwords et de se mettre à être la machine à légaliser ou à être la vitrine institutionnelle d'actifs dont on sait qu'une partie de la valeur du Bitcoin est liée au fait qu'on peut faire avec des bitcoins des choses qu'on ne peut pas faire chez Swift. Et quand on vous demande des rançons sur vos sites sur Internet, on ne vous demande pas de payer par un virement Swift, on vous demande du bitcoin. Donc il fallait trouver un équilibre. Ce que nous avons décidé de faire, compte tenu de notre responsabilité en tant que marché réglementé et compte tenu du fait que l'environnement réglementaire institutionnel n'est pas complètement stabilisé, c'est en cours, mais ça n'est pas encore sec, eh bien, c'est de dire, pour le moment, nous allons offrir à nos clients une capacité d'exposition indirecte à cette nouvelle réalité, mais nous n'allons pas devenir, nous, opérateurs frontline de ces nouveaux actifs qui ne sont pas des currencies, qui sont des actifs, même si la réalité, c'est que... Actifs hautement spéculatifs. Oui, mais enfin, vous avez en même temps un certain nombre d'acteurs institutionnels qui progressivement adoptent ces actifs et qui, par leur intervention, finissent par le crédibiliser. Donc, on ne sera pas promoteur, on ne sera pas front-runner. Je pense que le risque d'être suiveur là-dessus est moins grave que le risque d'être front-runner et de se tromper et d'être le seul qui a un magasin ouvert le jour où ça se passe mal. Et donc, nous allons continuer à être prudents, mais ce n'est pas parce qu'on est prudent qu'on doit être autiste. Et c'est pour ça qu'on a fixé cette ambition stratégique de passer d'abord par une exposition indirecte qui sont les indices, les dérivés, comme vous avez indiqué. C'est progressivement, certains sont déjà lancés et c'est un plan stratégique sur 3 ans, on va sortir ça tout doucement. Et comme vous le savez, il y a toujours une latence entre le moment où vous lancez ces produits et le moment où la liquidité s'y déplace. Ouais. Un petit mot des IPO, des introductions en bourse très dynamiques évidemment. Année record 2021, il faut le dire. Oui, le dernier chiffre que j'avais, c'était 170 IPO, 172, enfin... en termes de nombre d'IPO, d'argent levé, tout ça est record. Tout ça est record, en termes de nombre... Après les parcours boursiers, moi ce qui m'intéresse, pardon d'être un peu relou, mais sur le parcours boursier, quand on voit les performances, je pense à OVH Cloud, on a eu le patron qui est venu ici, Flat depuis son IPO, Billy Varami, c'est pas un peu décevant, ces premiers pas boursiers, il ne faut peut-être pas s'arrêter là, mais quand même... Si on prend, regardez Antin, puisque vous parlez de... Oui, je prends l'heure de moitié vide. Regardez
Universal Music Group à Amsterdam. Ça donnait quoi en termes de performance depuis son introduction? Je n'ai pas les détails, là, vous me prenez un peu au dépourvu, mais c'est des entreprises qui, en teint, le premier jour a fait plus 25%. Universal Music Group, ça doit être du même ordre depuis leur introduction. Mais encore une fois, je m'excuse, je n'ai pas les chiffres en tête précisément, mais je veux dire, il y a une diversité de progression de ces entreprises et chaque histoire a sa propre... à manger. Vous savez, la croissance d'un titre, elle est fonction de deux choses. La performance de l'entreprise et aussi l'agressivité ou pas, enfin le niveau de prix au moment de l'introduction. Oui, soit on en a laissé pour ceux qui arriveront après, soit on a tout pris au début et c'est un choix qui est compliqué entre je maximise la taille de mon opération et je rends le projet attractif. Le présent et le futur. Oui, et ça, chaque entreprise, compte tenu de ses besoins d'investissement, l'histoire dans laquelle elle s'engage, elle fait des choix. Et puis il y a le succès de l'opération et puis il y a le succès de la valorisation du titre ensuite. Et puis ensuite, il y a le secteur, ses concurrents, sa dynamique. Moi, je pense que ce qu'on a vu dans la durée, c'est que la transformation stratégique qu'amène la cotation en termes de capacité à faire des acquisitions en émettant du nouveau papier, l'accélérateur que ça représente dans la transformation de l'entreprise, les incitations pour le management, et les boîtes qui sortent tout ça, la liquidité transparente que ça offre aux investisseurs historiques, c'est quand même des gains qui sont réalisés immédiatement au moment de l'IPO. Il y a les boîtes qui rentrent et puis il y a les boîtes qui sortent. Oui, comme dans n'importe quel... il n'y a pas plus de boîtes qui sortent aujourd'hui qu'il y a quelques années pour des contraintes, parce que ça coûte cher, non. parce que ça veut dire donner des... Non, les gens sortent. Altis qui sort. Oui, mais parce qu'ils ont un projet de croissance pendant quelques années qui est très précis, qui souhaite abriter pendant quelques années de la pression des marchés. Ce n'est pas les coûts, c'est un choix stratégique de dire all in all, au moment où je suis, par rapport à ce qu'est ma base d'investisseurs actuelle, par rapport à ce que sont mes besoins de génération de liquidité, par rapport à la manière dont je veux financer les acquisitions, j'ai moins besoin d'être une boîte cotée que je ne l'étais dans la phase initiale. Ce n'est pas des gens c'est pas des gens qui quittent la bourse parce que c'est cher et qui y sont entrés parce que c'était pas cher. Et c'est pas moins cher ou plus cher les coûts de cotation. C'est qu'à une époque, ça correspond à un besoin fondamental d'accélérateur de la croissance. Et à un autre moment, la croissance peut être atteinte à l'abri de ces actifs. Et puis, il y a aussi du M&A, comme partout. Il y a aussi le développement du private equity qui sont nos partenaires. Exactement. Vous en pensez quoi? De quoi? Du private equity. Ce sont des partenaires... vous savez, l'humanité veut des actions. Le succès des marchés actions, il reflète la préférence des actions, puisque aujourd'hui, quand vous avez des instruments à taux fixe, au mieux, vous gagnez rien, mais le plus souvent, vous perdez de l'argent après inflation et frais de gestion. Donc tout le monde veut des actions. Il y a plusieurs moyens d'avoir des actions. Il y a les marchés cotés dont je m'occupe avec quelques autres. Il y a évidemment les SPAC qui sont à mi-chemin entre le private equity et les marchés cotés. Et il y a des places pour tout le monde. Et puis il y a le private equity, mais qui a une logique radicalement différente, puisque un private equity guy, c'est quelqu'un qui fait qui est un grossiste, c'est-à-dire qui achète un actif, qui le transforme, le package, a une influence en général très importante et très utile, mais qui a vocation à s'en séparer. Oui. Donc c'est très différent de la bourse, où quand vous rentrez en bourse, vous avez vocation à transformer l'industrie et à racheter les autres, et pas à être vendu. En général, évidemment. Et finalement, tout ça est caricatural, parce que dans le private equity, vous avez désormais tellement de cycles successifs qui permettent en réalité d'envisager une vraie mutation, une vraie transformation des boîtes dans le private equity, à l'intérieur du monde private equity. Les choses ne sont pas aussi caricaturales qu'elles étaient il y a 20 ans. De même que quand vous êtes coté sur les marchés publics, vous pouvez évidemment vous engager dans les logiques de consolidation, comme tous les... Sinon, il n'y aurait pas d'OPA. Mais fondamentalement, le monde du private equity sont des partenaires naturels des marchés cotés, puisque la liquidité ultime elle passe par la bourse ou par la consolidation chez un industriel plus gros. Dernière question, l'action Euronext a pris 500% en 7 ans, parcours dont vous devez être fier bien sûr, c'est les rétroviseurs. Est-ce que ce parcours est reproductible sur les 7 prochaines années? Moi, je ne suis pas là pour donner des guidance sur le cours de bourse et cette année. Je suis juste en train de vous dire que tant que cette équipe de management s'occupe de la boîte, on va continuer à faire comme d'habitude,
à utiliser cette magnifique formule de Thucydide, se reposer ou rester libre, il faut choisir, à considérer que le succès, c'est 90% de transpiration et 10% d'inspiration, à faire, comme disait Bancel il y a quelques jours à un de vos confrères, la vision sans exécution, c'est de l'hallucination. Voilà, on va continuer à travailler dur, à être déterminé, à être agile, à mieux gérer des actifs qui sont parfois endormis et à s'assurer que notre modèle fédéral fonctionne et extraire les synergies le plus vite possible de l'activité de Borsa Italiana. Et sky is the limit, hein, je l'ai dit à l'Investor Day, on n'est qu'à la fin du commencement. Est-ce que ça se traduira par les chiffres que vous indiquez? Je n'en sais rien. Mais on est à la fin du commencement de Euronext is back. Bon, Stéphane Boujnah, un homme qui ne se repose pas et donc un homme qui reste libre, c'est ça? Voilà, exactement. Merci d'avoir été avec nous donc en direct sur Boursorama. Invité de la grande interview, Stéphane Boujnah, le président d'Euronext. Merci. Merci à vous.